Allô, mes petits éléphants. C'est notre nouvelle intro pour le podcast du jour. J'ai pas donné mon consentement pour ça. Non? Ah ouais, mais bon. Mais ouais, aujourd'hui, Cam et moi, on va rembarquer sur... parler un petit peu plus de nous. Deep Talks. Deep Talks. On va appeler ça Deep Talks d'éléphants. Ouais. C'est le nom du podcast aujourd'hui. Fait qu'on va continuer sur la lancée des questions un peu plus personnelles pour apprendre à nous connaître un peu plus. On va jaser de tout et de rien, un peu comme d'habitude. Just for fun. Just for fun. Fait que moi, je propose qu'on Go fait for un it. deep dive. En fait, avant de faire le deep dive, dans le premier podcast justement qu'on avait fait, toi et moi, Ouais. on avait discuté là, des valeurs chez les professionnels de la santé. Puis que des fois, tu sais, avec les patients, tu vas avoir des valeurs qui vont être discordantes, puis qu'il va falloir agir. Puis, il y a eu un cas d'un pharmacien, justement, dernièrement, Oui. qui a refusé de servir la pilule du lendemain. Ouais. Puis c'était comme exactement dans ce qu'on avait dit, là, que genre, ben, des fois, il y aura des valeurs qui vont être discordantes, puis le professionnel peut décider de refuser. Puis ça a créé quand même la bisbille au sein de la communauté. Fait que... Qu'est-ce que t'en as pensé de ça, toi étant pharmacien? Ben, je trouve que c'est son droit. Genre, tu sais, s'il veut pas servir la pilule du lendemain parce que c'est contre ses valeurs, moi, je trouve pas que c'est un problème en soi. Mhm. Tant qu'il réfère de manière explicite à quelqu'un. Il y a eu selon l'ordre des pharmaciens, il y aurait peut-être eu un petit manquement dans la manière dont il a fait ça. Ah ouais? Dans le fond, il a référé, il a dit « Ah, mais tu peux te présenter à cette pharmacie-là qui était ouverte en ce moment, qui n'était pas très loin. » Mais il aurait dû vraiment faire un corridor pour envoyer la personne et que ce soit clair que l'autre pharmacie allait l'attendre. Fait qu'il aurait dû appeler la pharmacie, dire « J'ai cette patiente-là qui veut la pilule le lendemain, moi je suis pas confortable à le donner, alors je vous l'envoie, soyez prêts à la recevoir. Alors, un truc comme ça, mais lui il a juste dit ah, va là-bas. Fait que je trouvais que c'était assez particulier. Que les gens aussi ont réagi un peu, je trouve, intensément, là. Mais toi? Ben au début, j'étais genre chouk. Chouk. J'étais chouquette. Mais après, j'étais comme, ben en même temps, il a bien le droit. Puis ça m'a rassuré quand même qu'il redirige la personne, justement. OK, c'était peut-être pas dans les règles de l'art, là, comme tu viens de mentionner, mais ça m'a quand même rassuré qu'il redirige la personne et non qu'il était comme complètement anti-pilule du lendemain, puis qu'il a juste pas donné de ressources autres. Mais ça, il a le droit, là, en fait, de penser à ça, que ça fasse pas partie de ses valeurs, mais ça reste que moi, je suis pro pilule du lendemain, là, du genre que si la femme a le goût d'avoir une pilule du lendemain, voilà, elle a le même droit. Ouais, ben je suis de cette opinion-là. Je la sers quotidiennement, la pilule du lendemain. Ça, hein? Fait que, ouais, les femmes qui en ont besoin, je pense que ça, s'ils la veulent, ils devraient la recevoir. Fait que, mais déontologiquement aussi, tu es obligé de référer à autrui là, pour que ça se donne. Fait que, ouais, je trouvais que c'était un truc d'actualité qui était intéressant parce que ça revenait un peu à notre premier épisode. Mais là, aujourd'hui, on va refaire un peu des questions plus dites personnelles de nos vies pour en apprendre un peu plus sur nous. Yep. Tu voulais-tu commencer par poser ta question? Ouais. Ben, j'avais une question qui est exactement en lien avec ça en plus. Bon. Tell me. Frédéric. C'est toi, ça? Oui. Allô? Pourquoi es-tu pharmacien? Pourquoi je suis pharmacien? Pourquoi je suis pharmacien? Ben, je suis pharmacien parce que j'ai été refusé en médecine. OK. Entre autres. Pour de vrai? Ben, entre autres. Je pense que si j'avais été admis, mettons, en médecine directement, ben, j'aurais pas été pharmacien aujourd'hui. Là. J'aurais probablement été médecin ou dans le processus de devenir médecin. Là. Fait que une des raisons pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai été refusé en médecine. Puis, la pharmacie, c'est un domaine qui est toujours de demande. Fait que dans une perspective de sécurité financière aussi, c'était important pour moi d'avoir quelque chose qui était super stable. Ce qui est pas mal le cas pour tous les professionnels de la santé. Là. En général,
il y a un manque, là, fait ça paye bien. Je cacherai pas que c'est quelque chose qui est important. Puis, tu as une possibilité d'aider les gens aussi au quotidien. Tu interagis avec beaucoup de gens différents aussi. Puis, tu es en contact avec le vrai monde, là, aussi. C'est comme... Je suis entouré de gens qui sont un peu comme moi, là, tu sais, dans le monde de la santé, qui ont un peu les mêmes intérêts que moi. Puis après, toi aussi, j'imagine, à l'hôpital, là, tu vois le real peuple. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça toujours intéressant de parler avec ces gens-là, de jaser. Des fois, je niaise des patients, je trouve ça drôle. Puis d'avoir les différentes manières de penser aussi sur la santé, sur les médicaments. Tu vois les cultures aussi, le bagage culturel, je trouve ça vraiment drôle. Ben drôle. Intéressant surtout, là. Mais Puis, c'est assez drôle, là, parfois, honnêtement. Là. oui, des fois, il y a Sans des... rire dans le visage des gens. Non, c'est toujours dans le respect. Puis des fois, je questionne aussi d'où viennent certaines croyances sur Ah ouais? médication ou sur... C'est quoi leur source. source? C'est quoi tes sources? Je leur demande toujours ça. Puis là, ils me sortent un article PubMed. Non, ils le font pas, là, mais généralement, c'est plus des croyances qu'il faut déconstruire. Je trouve ça intéressant. Il y a un peu de négociation. Je suis aussi dans l'immobilier, fait que des fois, je négocie avec des patients un peu comme je négocierais un deal immobilier. Qu'est-ce que tu négocies? Ben, mettons un patient qui n'est pas adhérent à sa médication. Ah ouais. Ben, il faut le convaincre d'adhérer à sa médication. Fait que pour moi, c'est la négociation. C'est comme tu essaies de le convaincre. Comment je fais? Ben, ça dépend. Mais c'est généralement en posant des questions, puis j'essaie de le faire comprendre que... Ben, en fait, ça dépend de la personne qui est devant moi. Généralement, ils sont pas adhérents pour différentes raisons. Des fois, la raison, c'est ils pensent pas que la médication fonctionne pour eux. Mettons un médicament pour le cholestérol, tu vas pas savoir si ça fonctionne pour toi tant que tu fais pas un AVC ou pas, là, genre, ou t'as pas un événement cardiovasculaire. Fait que c'est difficile pour un patient. Généralement, les statines, les médicaments là, qui diminuent le cholestérol, les gens perçoivent pas le bénéfice parce que tu ressens rien, ça change pas grand-chose dans ta vie day-to-day, mais puis c'est comme, ça fait rien, j'ai pas besoin de le prendre. Fait que, il faut que tu négocies, tu dois leur expliquer, genre, tu vas pas le ressentir, mais comme, moi je pose des questions généralement, je suis comme, si ça fait rien, comment t'expliques que ton médecin te l'a prescrit? Puis là, il doit essayer de me justifier, là, ils vont dire... Les patines. Des fois, ils patinent, des fois, il y en a qui ont des conspirations contre Big Pharma. Des fois, c'est des discussions difficiles. Là. Des fois, genre, il faut... Ça dépend. Je choisis mes batailles aussi. Là. Des fois, ils veulent rien savoir aussi. S'ils veulent posséder. Mais des fois, c'est comme un petit défi. Je suis comme, OK, on va... Je vais je le prends comme, OK, on va essayer de le convaincre de prendre une médication particulière. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime ça. Des fois, ils viennent avec des affaires qui sont comme... un peu farfelus qu'ils ont lu en ligne. Donc, ils vont m'amener comme de la vitamine C. Ils sont comme, j'ai un rhume. C'est bon, ça, pour moi? Puis là, je suis comme, tu manges-tu quelques fruits et légumes par jour? Et comme, ouais, bon, t'en as pas besoin. Fait que ça, c'est des affaires comme... C'est beaucoup aussi d'éducation. Fait que c'est le fun. Moi, je trouve ça fun. En parlant de la pharmacie, il y a pas mal de drogues en pharmacie, là, beaucoup de médicaments et de drogues multiples. Ouais. Toi, est-ce que tu penses que toutes les drogues devraient être criminalisées? Ou est-ce que tu penses que les drogues devraient être décriminalisées? C'est quoi ta perspective là-dessus? C'est difficile à répondre parce que il y a beaucoup de substances qui sont pas criminalisées, qu'on a accès au quotidien, qui peuvent être absolument toxiques, là. Tu sais, comme juste l'alcool, là, par exemple. Qu'on dirait que, genre, je comprends pas trop sur quoi qu'ils se basent pour criminaliser ou décriminaliser une substance. Je sais que c'est toujours l'enjeu entre, est-ce que ça va comme encourager la consommation vu que ça va devenir plus accessible ou au contraire, ça va être plus contrôlé, ça va être des substances safe, ça sera pas coupé avec d'autres trucs, tu sais. C'est une bonne question. L'alcool, je trouve que c'est un exemple genre intéressant, hein? Vraiment intéressant et wild. Genre moi, c'est un truc que je comprends pas. Comme mettons qu'on découvrait l'alcool aujourd'hui,
Genre, mettons qu'il y a quelqu'un qui découvre Ça l'alcool, serait puis genre, illégal. ça serait clairement pas légal, là. Puis ça serait clairement pas la SAC. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis quoi? Pourquoi tu dis que l'alcool, à ce jour... Ben, je trouve que ben, parce que c'est fou. Tu veux-tu parler des nouvelles données probantes? Des nouvelles données probantes, tu les connais? Il y a des nouvelles données probantes. Ben, pas de nouvelles, mais on sait que... Mais ouais, l'alcool, il n'y a pas de taux d'alcool. Il n'y a pas de consommation d'alcool qui est sécuritaire. Et puis jadis, là, ils conseillaient un verre de vin par jour. Là. Ouais, pour le resveratrol qui se retrouvait dans le vin rouge, qui aurait des propriétés protectrices cardiovasculaires, mais comme c'est un peu de la BS, là, fait que... fait que tout ça, c'était un peu de la bullshit. Puis l'effet de l'alcool devenait plus délétère là, que l'effet positif du resveratrol aussi. Donc, ouais, je trouve ça très particulier. Puis, je trouve ça très particulier que l'État gère nos hôpitaux, puis gère aussi la vente d'alcool. C'est absolument... Ça, je trouve ça wild. Genre, Ouais. c'est un truc wild, là, genre gouvernemental, ça, je trouve ça vraiment wild. Ouais. Puis, genre, ils vendent donc ils font de la vente d'alcool pour qu'au final, tu aies besoin de traiter le patient cirrhotique qui va venir te voir quelques années plus tard. Ça, Ouais. pour moi, c'est quelque chose de super intéressant. Puis, je lisais un article qu'il y avait de la consommation d'alcool qui était en déclin chez les jeunes, Ouais. puis que ça inquiétait la SAC. J'étais comme... What? Puis il y avait des campagnes de marketing qui allaient être effectuées pour tenter D'encourager? d'encourager un Ben, peu plus. voyons donc. Puis ça, je trouve que c'est... Absolument absurde. ça n'a pas de sens pour moi. Mais c'était pas toi qui m'avais dit que, genre, dans les études, c'était prouvé que l'alcool était pire, a plus d'impact au niveau du système nerveux central que le cannabis? Que le cannabis, ben, si on prend de manière multifactorielle les effets délétères d'une Ouais. substance, l'alcool a plus d'impact négatif là, que le cannabis à consommation égale, mettons. Mhm. C'est, on peut s'entendre peut-être que l'âge aussi va avoir un impact sur cet aspect-là, comme si tu es jeune et que tu fumes à répétition, probablement que sur le niveau développemental, ça pourrait peut-être être plus délétère que l'alcool, mais encore là, même l'alcool, quand tu es jeune, ça peut affecter ton sommeil, ça peut, même au niveau physiologique, là, genre, c'est assez délétère aussi. C'est extrêmement calorique, là. Aussi, Genre, c'est quoi, Crie à l'aide, 7 là. kilocalories par C'est gramme fou, là. d'alcool. c'est fou. Fait comme, non, ça s'accumule vite. Puis, ouais, je trouve ça particulier, là, que l'alcool est géré par la même entité. Comme si c'était une entité privée qui la vendait, ou bien genre, peu importe qui peut le vendre, ça m'aurait moins dérangé. Mais le Mais fait là- qu'il y ait une instance gouvernementale qui, genre, te le vend, je trouve que c'est spécial. Mais toi, c'est quoi ton input par rapport à les drogues? Moi, je pense qu'elle devrait tout être décriminalisée. Ça, c'est une opinion personnelle, là, c'est pas une opinion professionnelle. Je veux juste que les deux soient séparés. Là. Je veux que ce soit clair, mais c'est une opinion personnelle. Là. Je pense que toutes les drogues devraient être décriminalisées. Mais ça serait ça, ce serait dans mon monde où, dans un monde où le système de santé ne serait pas à 100% public. Parce qu'au final, la répercussion va se faire probablement entendre au niveau des hôpitaux, parce qu'il y a si les gens consomment plus, ont plus accès à ces drogues-là, ben probablement que ça va il va y avoir une répercussion au niveau des coûts du système de santé. Mais moi, je le dis dans une perspective plus de liberté, là, que qui est le gouvernement pour me dire quelle substance je peux ou pas ingérer. Ouais. C'est comme l'alcool, c'est bad, mais le gouvernement dit c'est OK. C'est good. C'est good. Puis il y a d'autres substances qui sont beaucoup plus sécuritaires. On peut parler des psychédéliques à un certain point même. Là. Genre juste au niveau addictif, il y a des potentiels là, de faire des psychoses chez des personnes qui sont plus à risque d'en faire, comme les personnes schizophrènes. Mais c'est des substances qui ont aussi beaucoup de bénéfices potentiels, mais qui sont illégales ou très difficiles d'accès. Ça, c'est wrong. Puis c'est le gouvernement qui me dicte. Non, c'est une plante naturelle, un champignon naturel qui existe, ça, tu peux pas le prendre. Le cannabis, il fut un temps, tu pouvais pas. Cette plante-là, non. Le gouvernement dit non. Mais comme sans justifier nécessairement le truc, mais l'alcool, c'est chill. Il y a des affaires qui... Fait que pour moi, genre, les gens sont libres de choisir. Genre, si tu veux t'injecter, injecte-toi, mais
l'envers de la médaille dans un système public, ben, c'est que les gens qui ont un trouble d'abus de substance, ben, on va devoir les soigner au coût des contribuables. Fait que, Est-ce que tu encouragerais la vente de tout type de drogue? non, j'encouragerais pas la vente. Ben, pas encourager, mais du genre, est-ce que tu voudrais encadrer la production puis la vente de ces drogues-là pour que ce soit plus contrôlé? Oui. Au niveau que Oui, la découpure. au moins pour savoir exactement ce que tu prends. Là. Déjà là, ce serait, je pense, plus sécuritaire. Pas nécessairement le publiciser non plus. Là. C'est comme, Non. genre, il pourrait y avoir des shops où genre, tu dois comme, faire des études pour t'assurer que tu as comme, un certain montant. Un peu comme des médicaments classiques, là, mais que tu n'as pas besoin nécessairement d'une prescription. Pourrais-tu, mettons, criminaliser les drogues qui sont pas testées ou genre créées Oui, ça c'est... Oui, c'est ici, puis pas nécessairement encourager les drogues, mais plus de l'opinion, si toi, tu as envie d'en faire ou d'en essayer, ben ça serait mieux que, mettons, tu fasses l'usage de ceux-là qui sont décriminalisés, qui, on connaît un peu comme leur synthèse. Absolument. Un des objectifs de pourquoi je pense que le décriminaliser, ce serait bien, c'est que ça permettrait de savoir ce que tu consommes, sans nécessairement le promouvoir. Là. C'est comme si, genre, il y a comme il y a comme un processus de laboratoire pour que tu détermines que, OK, dans ce truc de MDMA, ben, t'as de la MDMA, t'as rien d'autre. Ça peut pas être laced avec autre chose qui va te tuer. Oui. Puis moi, c'est juste une question de liberté, là, au final. C'est vraiment, pour moi, la liberté, à un certain point, prime sur la santé, à un certain point. Là. C'est comme être en santé, mais sans liberté de choisir ce que tu fais. Je vois pas l'intérêt, là. Je pense de décriminaliser des drogues, ça enlève aussi l'aspect tabou derrière tout ça. Ça pourrait peut-être encourager une meilleure éducation, sensibilisation à c'est quoi la drogue, son mécanisme d'action, les effets secondaires. Peut-être que ça pourrait justement mieux motiver les choix des personnes d'en prendre. Ouais. Mais moi, je pense qu'il devrait quand même y avoir des campagnes publicitaires super agressives pour éviter qu'ils consomment des substances dangereuses. Mais que si jamais ils décident de le faire malgré toutes les campagnes effectuées à l'école, à la télé, etc., qu'ils décident de le faire, ben, et que c'est un choix, ben, ils puissent le faire de manière la plus sécuritaire possible. Puis attends-toi à ce que tu puisses vivre ça, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup dans l'inconnu, là. C'est tellement comme tabou, puis interdit que personne n'en parle vraiment, puis je pense pas que les gens qui les consomment pour les premières fois savent réellement à quoi s'attendre, puis qu'est-ce qui contient ces drogues-là. Fait que ça serait quand même intéressant. Ouais. Je trouve intéressant aussi le fait qu'il y a certaines substances qui pourraient potentiellement... j'ai parlé des psychédéliques brièvement, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait certaines substances qui sont pas accessibles, qui pourraient potentiellement peut-être sauver la vie d'une personne, mais que, mettons, l'aide médicale à mourir pour des conditions psychiatriques, il y a une porte qui commence à s'ouvrir aussi, puis c'est comme aide médicale à mourir, OK, essayer une substance, on sait pas trop, non. Genre, on sait pas trop, ou qu'il y a certaines données qui sont potentiellement positives pour peut-être sauver la vie de la personne, c'est comme non. Je trouve ça aussi particulier. Ouais. Aide médicale à mourir. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, comme J'en ai pas assisté à une encore. OK. Est-ce que tu veux assister à une? Oui. OK. Pour vivre... Parce que je pense, honnêtement, que l'aide médicale à mourir peut être une forme de traitement. On sait tellement pas ce que tant qu'on l'a pas vécu, je pense pas qu'on peut savoir qu'est-ce que les gens y vivent, là, peu importe leur maladie, leur condition chronique. Je pense que ça a beaucoup d'impact physique puis mentaux. Puis je pense que ça peut juste soulager les personnes pour toutes les sphères. Ça peut soulager l'entourage, les proches aidants.
Surtout quand tu n'as plus de qualité de vie, quand tu es malheureux, quand tu es satisfait de tout ce que tu as accompli, que tu es en paix avec tout ça, ben moi, je pense que ça peut être tout à fait une forme de traitement. Évidemment, si c'est ce que la personne souhaite. Puis je pense que pour la santé mentale, ça devrait venir, je pense. Tu penses que ça devrait être une option? Ouais. Intéressant. Pour des conditions chroniques, réfractaires au traitement, aux divers traitements, intenses et sévères. Je pense que oui. OK. Je suis en désaccord avec ça. Mm-hmm. Parce que, la suicidalité, ça peut être un symptôme de ta maladie aussi. Ouais, tout à fait. Puis, on peut argumenter que t'as pas un consentement libre et éclairé si c'est un symptôme d'une maladie. C'est genre, t'es comme un peu aveuglé par ta maladie, puis il n'y a pas une garantie que ta maladie va pas s'améliorer dans le temps. Oui, il y a des cas très réfractaires. Puis s'il y en a, il faudrait que tu aies essayé tous les traitements possibles là, qui existent, expérimentaux, whatever, là, avant qu'on ouvre la porte à cette discussion-là. Mais je trouve que là, ça devient un slippery slope. Là. C'est comme quelqu'un est dépressif, genre, il faut que le critère doit être fucking robuste là, pour que ce soit... Genre, pour moi, il faut que tu aies tout essayé. Là. Tu dois être allé au Mexique faire des trips d'ayahuasca. Tu dois vraiment tout avoir essayé là, avant d'ouvrir la porte à ça. Parce que, genre, c'est que t'es déprimé, non, au lieu de mais te on parle pas de la on va dépression majeure nécessairement, là. Ouais, il y a la dépression résistante au traitement, mettons. Ouais, oui, mais mettons quelqu'un connu schizophrène qui, depuis des années, qui est réfractaire au traitement, qui n'est pas nécessairement toujours en crise aiguë, entre ces crises, qui est tanné de vivre ces crises-là, que justement le traitement n'est pas efficace, puis qu'il n'y a juste aucune qualité de vie, il y aurait le droit, là. Encore une fois, ça peut être... La schizophrénie, ça se guérit pas, là. Ça se guérit pas, mais qui dit qu'il n'y aurait pas comme une nouvelle molécule qui pourrait comme ça survenir? pourrait être la même chose pour d'autres Oui, aussi. d'autres maladies physiques. Mais la schizophrénie, tu meurs pas directement de la schizophrénie dans un time frame qui est rapproché, là. Mettons, si t'as un cancer incurable, puis tu vas die dans comme 3 mois, et que tu souffres en tabarnak, genre, c'est une question de probabilité aussi, là. C'est comme, les chances qu'il y ait un truc révolutionnaire qui sort dans les 3 prochains mois sont quand même assez faibles. Alors que, tu sais, la schizophrénie, tu vas pas mourir directement de ça, ça va être ta qualité de vie qui va être affectée, mais c'est aussi possible que tu aies quelque chose qui sorte sur le marché. Mais comme schizophrénie, encore une fois, peut-être, mais il y a aussi beaucoup de symptômes dépressifs associés. Mettons les troubles de personnalité. Ça dépend du trouble aussi, là. Genre... ça dépend du trouble. Les troubles de personnalité, il y en a beaucoup, là. Tu sais, il pourrait y avoir des analyses, justement, avec des psychiatres avant, bien évidemment. Le choix d'aide médicale à mourir, là, pour voir, de un, si c'est une décision libre et éclairée. Est-ce que pour toi, mettons quelqu'un en santé qui se dit « Ah, je suis un peu tanné de cette vie », qui dit « Ah, je veux avoir l'aide médicale à mourir parce que, genre, je suis plus down », genre, il devrait pouvoir y avoir accès? Non. Pourquoi? Ben là, il est peut-être juste en période de vulnérabilité puis en détresse, là. OK. Mais mettons que, genre, il a réfléchi, là, genre... Comme il veut, genre, il est juste genre, mettons... OK, je peux donner un exemple. Mettons quelqu'un qui est comme éco-anxieux. Genre, il veut pas participer au changement climatique, mettons. Mm-hmm. Genre, il dit, genre, moi, je veux pas consommer parce que, genre, je veux qu'on me tue pour le bien-être de la planète. Est-ce que tu acceptes? C'est un cas un peu spécial, mais est-ce que, genre, pour des convictions, mettons, personnelles, tu serais... Genre, s'il dit, genre, je suis constamment vraiment libre, là, genre, je veux pas être un fardeau pour la Terre, est-ce que ça serait quelque chose que tu serais comme, OK? Moi, dans ma tête, c'est juste le cadre pour médical, Si c'est juste pour ses conventions personnelles, ben, cette personne-là peut décider de se suicider si elle veut, si c'est vraiment important pour elle. Je pense qu'il y a comme d'autres options. Puis c'est peut-être quelqu'un, justement, qui est plus en détresse puis en vulnérabilité puis qui voit pas tout à fait clair, justement, qui connaît pas non plus les différentes options possibles de traitement pour diminuer son éco-anxiété. Mm-hmm.
Je comprends, là, Oui, oui. que la personne peut vivre ça de façon très difficile, mais en tant que telle, je pense pas que ça, c'est une condition psychiatrique réfractaire qui pourrait justifier l'aide médicale à mourir. Ouais. Est-ce que si un membre de ta famille te demandait de l'aide médicale à mourir, genre, tu serais comme dans l'incompréhension ou t'essaierais de... Est-ce que tu essaierais de le convaincre de pas le faire? Ou tu respecterais le choix puis tu serais comme... Ben là, of course, ça dépend du contexte, là. Ben... Mettons, peut-être un membre de ta famille qui a un cancer, puis ils veulent pas faire la chimio parce qu'ils veulent pas prendre le risque de passer au travers de la chimio. Puis c'est genre, je préfère comme avoir mes derniers mois en santé. Fait que, genre, je veux de l'aide médicale à mourir. Je vais respecter ça. Tu respectes? T'essaierais pas de comme convaincre, de comme... Ben, je vais peut-être un peu faire genre comment dire? Pas de la psychologie inversée, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais ça serait de lui questionner qu'est-ce que t'en sais de tes options? Genre, c'est quoi les Ok. options en ce moment qui s'offrent à toi? Mhm. Juste pour m'assurer que cette personne-là est consciente des possibilités. Puis si elle est vraiment consciente des possibilités, des conséquences, des pour et des contre, puis que malgré cette réflexion-là, qui est pas, je pense pas qu'il devrait être impulsive, là, qui me dit « Ah, ben ça fait je sais pas combien de mois que j'y pense ou combien de semaines. » Est-ce que ça serait facile pour moi? Non. Parce que je suis très nostalgique comme personne, puis j'aime beaucoup je suis très proche de mon entourage. Mhm. Mais je pense que ça serait une forme d'amour puis d'affection pour cette personne-là de respecter ses souhaits. Vraiment. Ouais, c'est fair. Mais je te cacherai pas que j'appréhende aussi ma première expérience d'aide médicale à mourir professionnelle. OK. Tu penses que genre, c'est possible que genre tu pleures? C'est sûr. C'est ça. OK. Je trouve ça tough, honnêtement. On pourrait rebondir sur ce sujet-là, là, mais de démontrer un peu cette vulnérabilité. Des fois, j'ai peur que ce soit mal vu, parce qu'il nous dit, tu sais, justement, qu'il faut comme se protéger, mettre justement notre... Un certain mur. Ouais, exact. Fait qu'il encourage ça pour comme se protéger, entre guillemets, mais je trouve pas que ça serait... ça encourage un beau lien avec le patient non plus. Je trouve que ça enlève l'aspect humain d'un médecin qui, selon moi, est extrêmement important et pertinent. Fait que moi, étant très, très émotive, j'ai quand même le pleurer facile, tu sais. Puis ça me travaille vraiment beaucoup. J'ai eu peur que comme ça l'affecte beaucoup ma crédibilité en tant que médecin. T'as-tu déjà eu des moments live dans ton parcours comme externe? Que j'ai pleuré? Ouais. OK. Justement avec un patient qui a demandé l'aide médicale à mourir. OK. Ouais. OK, fait que j'ai pas assisté. Ouais, mais t'étais là quand il l'a demandé, là. Ben, j'étais la première personne à qui l'annonçait. Ah ouais? Ouais. Parce que j'avais vraiment développé un beau lien avec lui, justement. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour moi à long terme pour ma santé mentale, là, quand on parlait de genre sympathie puis empathie. Ouais. Mais pour moi, c'est important d'être valorisé au travail puis de développer au-delà du raisonnement clinique, de la résolution de problèmes. C'est important pour moi de comme développer un beau lien avec mes patients, développer un lien de confiance aussi. Puis veux pas, c'est sûr là, qu'on finit par s'attacher à nos patients. Là, comme je crois pas à ce qu'il y a aucun professionnel qui a aucun attachement à aucun patient. Là, comme je crois pas à ça du tout. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand c'est un patient, je sais pas, là, que tu suis à long terme au travers de ses bas et ses hauts. Est-ce que genre comme quand tu pleures, est-ce que tu essaies de te retenir? Ouais. OK. Puis je suis arrivée un matin comme les autres. Puis le pire, c'est que j'avais eu un feeling. J'avais fait un cauchemar la veille. Sur ce patient? Ouais. J'avais fait un cauchemar. Intéressant, tu fais des rêves sur les patients aussi. Vraiment pas souvent. Je pense que c'est une des premières fois. Je m'étais imaginé qu'il était décédé. OK. J'avais un bad feeling cette journée-là. Je me suis pointée le matin à genre 6h50, puis
Je vais m'asseoir sur le bord du lit, puis je lui demande comment il va, puis tout le kit. Puis là, il avait l'air tellement serein, là, puis en paix, puis il m'a annoncé qu'il avait pris la décision. Damn. Puis c'était comme un... C'était partagé comme émotion, tu sais, c'était comme... J'avais de la peine pour lui de pas avoir pu... Je vais être émotive. J'avais de la peine pour lui de pas avoir pu le soulager, surtout dans ces derniers moments, après tous les efforts qu'il a faits. Mais c'était aussi beau de voir à quel point que là, il était tellement en paix puis il avait l'air mieux. Fait que c'était comme partagé comme émotion, mais justement, là, genre, j'ai vraiment essayé de me retenir de pleurer beaucoup. Puis c'est toujours ma peur de genre, est-ce que le patient ou la famille va mal le prendre, tu sais? Parce que il pourrait se dire, Chris, pour qui qu'elle se prend, elle, de pleurer, genre? C'est pas sa vie. Elle vit pas avec les répercussions. Genre, et qui? Et qui pour pleurer de ma situation? Fait que j'ai cette peur-là, mais à l'inverse, il y a d'autres patients qui peuvent comme apprécier ça parce que ça montre à quel point que je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais puis que ça me tient à cœur. Tu sais, j'essaie de traiter mes patients comme si c'était mes parents ou des membres de ma famille. Fait que... Ouais, mais je pense pas que la majorité des patients qui verraient un professionnel pleurer, leur premier réflexe serait comme « Ah, pourquoi elle pleure, elle? » C'est pas en sanglots, là, c'est pas genre... Non, là, c'est juste comme justement des petites larmes que j'y suis, là. Ouais. Puis lui aussi, il était émotif, puis... Mais lui, l'avais-tu perçu que tu... Ah, ben oui. OK, puis comment il avait réagi par rapport à ça? Ben, quasiment qu'il était en train de me réconforter, puis là, j'étais comme, hey, c'est pas à vous à me réconforter, là, c'ti. Ouais. Mais on avait développé un beau lien, puis il m'avait remercié, il m'avait dit que, tu sais, c'était grâce à moi qu'il avait, tu sais, qu'il se levait le matin, puis qu'il attendait ma visite, puis que il était content de m'avoir croisé, tu sais, sur son chemin. Puis... Mais c'est ça qui est le plus gratifiant dans la job que tu fais. C'est ces moments-là où comme les gens sont vraiment reconnaissants du travail que tu as fait pour eux. Il n'y a rien qui bat ce feeling. Genre, ça fait genre, littéralement ta journée. Quand tu as un patient qui te remercie pour tout le travail que tu as fait, genre, c'est un feeling qui est vraiment difficile à décrire. On a-tu des mouchoirs à quelque part? Mais... C'est pas grave. C'est juste ton bas. Mais ouais, il n'y a rien qui bat ce feeling. Puis des fois, je me demande, est-ce que des fois, c'est comme un peu, pas égocentrique, mais genre de vouloir aider les autres parce que ça te donne une gratification plus que juste de vouloir les aider. C'est comme, je vais avoir ce remerciement, genre. Ah ouais, moi, je fais pas ça pour le remerciement. Non, mais moi non plus, mais peut-être que des fois, je le fais pour le remerciement en même temps. À un certain point, je peux pas... genre, des fois, ça peut être inconscient, là, mais comme... Moi, je le fais pour les sourires, pour les soulagements, pour... Oui, mais mettons que tu mettais 1000 efforts, puis un patient te dit « te remercie pas, là. » Il est bête, là. Ouais. Genre, ça te ferait pas chier d'avoir mis tant d'efforts pour le patient, puis qu'il te remercie pas, mettons. Peut-être un peu, mais en même temps, il y a une petite partie de moi qui donne genre le bénéfice du doute à l'autre, puis qui se dit « Ah ben, tu sais, c'est peut-être sa façon... » Tu sais, de me remercier. T'envoies chier. Ben, pas m'envoyer chier, là. Mais, tu sais, faut pas judge the book by its cover. Fait que peut-être que... Non, c'est vrai que chaque personne a sa manière de remercier aussi. Hein. Peut-être qu'il sait pas comment nommer ses émotions puis dire merci, mais... Tu le feels quand la personne est... Tu le feels, que ce soit dans le non-verbal ou... Ouais. Mais bref, c'est un struggle, je pense, dans le domaine de la santé pour moi, là. De rester comme humaine, émotive, mais sans trop me nuire là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par tes collègues dans ta cohorte? Genre, de pas savoir où placer les émotions? Certains, oui. C'est pas unanimité, là. Ouais. Je pense qu'on est tous un peu sur à des endroits différents sur le spectre de l'émotivité. Okay. Moi, je suis bien à un opposé. Là. Ouais. T'as-tu vu des patrons pleurer? Oui. Ah ouais? OK. Ouais. Puis ça, à chaque fois, je trouvais ça beau. Tu vois, j'admirais ces patrons-là. Il y en a un, justement, que c'était vraiment pas son premier rodéo, là, du genre que il était pas jeune. Là. OK.
Puis il a appelé la famille pour annoncer un décès, là. Hmm. Puis il y avait le moton, puis il y avait il a versé les petites larmes après. Puis là, après, on a des briefs. Parce que ça fait partie aussi de notre processus d'apprentissage, là, comment annoncer ces mauvaises nouvelles-là, puis de voir un décès pour la première fois. Tu sais, comme il faut s'exposer pour prendre de l'expérience. Puis pour moi, c'était vraiment important, tu sais, comme de suivre ce processus-là, de suivre mon patron, d'écouter comment qu'il dit, de voir comment lui qui cope aussi avec tout ça. C'est vrai, parce que vous faites un deuil aussi à un certain point que vous devez faire en comme 10 minutes, vous reprendre, puis aller au prochain patient. Puis genre, vous devez gérer vos émotions en dedans de comme... On peut pas arriver au prochain patient en pleurant. Il va Ouais, penser c'est ça. qu'on y annonce une mauvaise nouvelle, tu comprends? C'est vrai. Puis à la fin de l'appel, c'est ça, là, il a versé des petites larmes, puis il m'expliquait, il dit, tu sais, ça fait au-dessus de, genre, je pense, 20 quelques ans là, que je fais ça, puis il dit, à chaque fois, j'ai le moton, puis il dit, j'aille ça faire ça. Mm. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, là, Ah, non c'est plus. clair. Mais j'ai trouvé ça beau. Ouais. J'ai trouvé ça beau. Ouais. Ben, vous avez des moments... je pense que les médecins, spécialement, ont des moments privilégiés comme ça. Comme il y a des... Dans une vie, il y a des highlights. Puis il y a comme le highlight, ça peut être de te marier, ça peut être ton premier char, ça peut être ta première maison. Puis il y a le highlight de tes derniers jours aussi. Mm-hmm. Même si c'est un highlight qui a une fin qui est imminente, ben c'est une partie qui, genre, quand même, la fin de vie, c'est quand même super important. Là. Ouais. Puis tu peux avoir ce privilège-là de donner un petit rayon de soleil dans dans ce moment obscur à un certain point, mais tu finis la vie de la personne d'une belle manière. Là. Ouais. Fait que c'est quand même un privilège que, mettons, comme pharmacien, j'ai pas vraiment, là, que vous, à l'hôpital, vous avez plus. Fait que c'est... T'as-tu déjà pleuré pour un patient? Est-ce que j'ai déjà pleuré pour un patient? Pas devant un patient. Et c'était même pas en pharmacie. C'était pendant la COVID. J'étais allé aider en CHSLD. Oh mon Dieu. Dans le temps, j'étais agent administratif au CIUS de l'Ouest. Puis dans ma job, il fallait que je m'assure qu'il y ait du staff pour chaque étage, en fait, dans les CHSLD. Fait que quand il y avait des manquements, ben, il fallait que j'appelle des employés pour trouver, mettons, des infirmières ou des préposés. Puis c'était pendant la COVID, fait que tout le monde testait positif. Puis quand tu testais positif, tu pouvais pas aller travailler. Puis il y avait un CHSLD à la Chine que je gérais. Puis il y a 150 patients dans ce CHSLD. Puis habituellement, il y avait, si je me rappelle bien, comme 23 préposés pour tous les patients, là, 23 ou 18, un truc comme ça. Puis je regardais les chiffres pour le lendemain, puis ils étaient 3 pour le chiffre de jour, pour genre changer les couches de 150 patients. Là, j'étais comme, what? Genre qu'est-ce qu'on va, genre... Comme moi, j'étais comme un peu en panique, là. Genre, j'étais comme, il faut qu'on trouve une solution, là. Genre, ces gens-là, ils vont pas être nourris, ils vont dormir dans leur marde. Fait que j'étais comme, les prochains jours, je travaille pas, là. Est-ce que je peux comme me porter volontaire pour aller donner un petit coup de main? Fait que j'étais allé avec un de mes collègues, on était allé donner des coups de main, genre, changer les couches. J'ai jamais fait ça de ma vie, faire des transferts de patients, jamais fait ça. Juste aller, on m'a lancé, genre, je suis allé nourrir des patients. C'était super. Je suis allé pendant quelques jours. Puis après, j'ai pris une petite pause. Puis après, je suis revenu quelques semaines après. Puis c'était le même enjeu de manque de personnel. Là. Puis ouais, j'ai vu des choses assez horribles. Là. Surtout de passer d'une semaine... Quand je suis revenu la semaine d'après, comme il y avait la moitié des étages, les patients étaient décédés. Là. Pas nécessairement de la COVID, mais juste parce qu'ils n'avaient pas été nourris pendant... Puis genre, il y en a qui baignaient dans leur marde aussi. Genre, puis j'étais témoin de ça, pas préparé à voir tout ça. Moi, dans ma tête, genre, je savais pas c'était quoi exactement le travail d'un préposé et tout ça. Fait que je me rappelle que ça m'avait quand même marqué. Là, sur les retours à la maison, j'étais quand même assez comme traumatisé à un certain point là, de l'expérience. Puis je me rappelle aussi, il fallait que... Parce que dans le temps de la COVID, on savait pas trop c'était quoi encore. Là. Genre, c'était comme... Genre, on savait que c'était un virus respiratoire. Puis moi, j'ai dû comme argumenter avec mes parents pour y aller au CHSLD parce qu'ils voulaient pas que j'y aille. C'était comme c'est trop dangereux. Genre, on sait pas. Puis là, genre, moi, j'étais en pleurs devant eux. J'étais comme, yo, je vais pas laisser ces gens-là, genre, die, là. Fait que je sentais le besoin de le faire à un certain point. Mais ouais, c'était pas en lien avec la pharmacie. En tout cas, je pense pas en pharmacie que j'ai pleuré encore. Mais dans le fond, tu pleurais
par choc. Hmm. Genre par tristesse pour ces gens-là qui sont morts pas entourés de la famille. Genre, ils sont morts tout seuls là, Ah. dans leur marde. Là. Bluntly, c'était pas mal. C'était pas mal ça. Fait que juste par. Tu vis toute une vie entourée. Genre, tu t'attends à ce que tes derniers moments soient quand même nice. Il y en a plein qui sont juste morts seuls. Oh my god. Cauchemar. Fait que, ouais, c'est ça. C'est des moments qui sont formateurs aussi. Vraiment. Puis, ouais, c'était une période particulière, la COVID, par rapport à tout ça. Eh boy, hein. Contente que ce soit principalement terminé. Ouais. Fait que, ouais. C'est correct qu'on passe à la On prochaine? move on. Ouais. Oui, on peut. Est-ce que tu penses qu'il existe une bonne excuse à l'infidélité? Est-ce qu'il existe une bonne excuse à l'infidélité? Non. Justifie. Non. Il y a toujours des étapes avant d'être infidèle, qui est de juste break things off avant d'être infidèle. C'est quoi, toi, à partir de quand tu penses que c'est de l'infidélité, selon toi? Ça dépend. Je pense que la réponse à la question va être différente si t'es un homme ou une femme. Ah ouais! Je pense que les hommes, on est beaucoup plus touchés par l'infidélité physique. C'est-à-dire, genre... Victime? non, physique. Genre... Non, mais je parle, vous êtes victime d'infidélité non, on est Ou plus vous- affecté. affectée. Genre, mettons que Vous faites plus ma d'infidélité. blonde... Mettons que ma blonde me trompe de manière physique. Fait que, mettons qu'elle embrasse un autre gars ou elle couche avec un autre gars. Ouais. Ça... Je pense qu'en général, ça affecte plus... En tout cas, moi, ça m'affecterait plus qu'une infidélité, mettons, émotionnelle. Ah ouais! Puis, en général, je dis pas que l'infidélité émotionnelle me dérangerait pas, mais ça, pour moi, c'est comme l'infidélité physique, c'est vraiment noir ou blanc. L'infidélité émotionnelle, c'est plus une zone grise. Est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus de cas d'infidélité dans les dernières années ou c'est plus que on en parle plus qu'avant, que c'est moins tabou? Probablement que la tentation est plus présente aujourd'hui. Avec le Ben, les réseaux sociaux, un plein petit de peu. poissons dans Plein de l'océan. poissons dans l'océan. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs à cette question. Parce que c'est rendu que je pense que je connais plus de personnes dans mon entourage qui ont vécu ou qui ont fait de l'infidélité Que non? que non. C'est vrai? Wow. That's interesting. Jamais j'aurais pensé dire ça. Puis, justement, quand j'ai vécu une expérience personnelle dans l'infidélité, il y a une des personnes de mon entourage qui m'a dit « Écoute, Camille, c'était une personne un peu plus, pas âgée, genre personne âgée, mais comme dans la trentaine. » Puis, elle m'avait dit « Écoute, Camille, c'est rendu tellement fréquent que c'est quasiment rendu la norme, puis c'est à toi de voir qu'est-ce que tu es prête à accepter ou non, mais c'est tellement rendu la norme selon elle que tu diminues genre vraiment tes probabilités d'être dans un couple épanoui ou qu'il n'y aura jamais d'infidélité si tu fais le choix que ça ne passe pas. Parce que c'est rendu une minorité genre sociétale majeure selon Ouais. elle. Puis dans son entourage, c'était comme tout le monde quasiment avait... Tu sais, peu importe le degré, comme à un moment donné, quand tu vas voir ailleurs, tu vas voir ailleurs. Là. Fait qu'elle, elle m'avait dit, ben, sorry de donner un petit check de reality, là, comme on a parlé. Ouais. Mais elle dit comme, honnêtement, c'est quasiment rendu ça la norme. Ouais. Puis ça m'avait fait mal, là. Genre, je me rappelle d'avoir rentré dans un mur, puis j'étais comme, hey, imagine qu'elle a raison. Puis que on vive juste de plus en plus ça, genre. Je veux juste être sûr de comprendre. Donc, l'argument, c'était que vu que c'est plus normal, c'était plus justifiable. C'était pas nécessairement plus justifiable, mais elle me disait un peu, genre, ben, c'est à toi de voir si tu veux comme rester... Tu sais, rester très ferme par rapport à ce critère-là, parce que pour moi, j'étais très ferme par rapport à ça, de genre, c'est un non catégorique. Mm-hmm. Fait qu'elle dit, c'est à toi de voir si tu veux comme
rester seul pour le restant de tes jours ou tu veux finir par choisir tes batailles puis donner des deuxièmes chances puis juste surfer la vague de la vie. OK. Intéressant comme point de vue. J'étais comme pas tant d'accord, mais en même temps, j'étais comme... Elle a plus d'expérience peut-être, fait que... Ouais. Généralement, les choses que la majorité font, c'est des choses qui sont faillibles. Genre, c'est comme la masse. Je suis pas les recommandations de ce que la masse font pour établir qu'est-ce qui est Ouais. right or wrong. Puis même au contraire. Là. Pour moi, j'ai une répulsion envers ce que la masse essaie d'inculquer. Là, c'est toujours été pour moi un réflexe de remettre en question les choses. Puis, parce que cet argument-là que si un acte est commis par la majorité, ça donne une certaine justification à la valeur. J'ai beaucoup de difficultés à prendre ça comme réponse, honnêtement. C'est pas quelque chose que... Moi-même, au contraire, c'est que si tout le monde est pas capable de se contenir, là, c'est une preuve que c'est un devoir là, d'aller à l'encontre de cette vague-là. Puis t'aurais pas peur de rester célibataire pour le restant de ta vie? Mais ça dépend de comment tu... Quitte à respecter tes valeurs. Mais c'est quoi le... Je comprends pas. Ça fait que, mettons, pourquoi célibataire? Ben, si à chaque fois tu tombes en couple, puis par exemple, tu vis de l'infidélité, tu laisses la personne, Ouais. puis que je te dis que presque tout le monde fait ça. OK. Fait que l'alternative, ce serait que j'accepte... Si je comprends bien, c'est que j'accepte d'être en couple, mais que je sais que pendant mon couple, je vais me faire tromper. Ouais. Puis Non, tu je préfère décides de d'être donner célibataire. une deuxième chance. Ouais. Je préfère être célibataire. Ouais. C'est juste pas la bonne personne. My bad. Genre, c'est une question de valeur. Je suis genre tellement d'accord avec toi, mais en même temps, j'étais comme, what if je suis genre le 1%? Puis que c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un qui est complètement sur la même longueur d'onde que toi, puis que moi. Ben moi, les gens dans mon entourage, la majorité n'ont pas trompé. C'est ce que tu penses, Fred. Non, mais mes amis les plus proches, là, c'est pas... Genre, c'est comme mes frères, là. Ouais, comme on est mais juste, je te dis, tu pourrais être surpris, là. Ouais, mais je sais pas. Je pense pas que les gens non plus vont s'en vanter puis en parler haut et fort, là. Non, probablement pas. Probablement pas. Moi, je pense que tu serais surpris à en entendre des bonnes dans ton entourage. Non, je dis pas que c'est pas triste. impossible. Genre, je suis d'accord avec toi, là. On est comme dans le même panier, là. C'est pas ça l'expression. Ouais, mais je sais pas. Moi, je suis pas trop inquiet de ce côté, honnêtement, personnellement, là. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'infidélité, là, à moins que tu voulais... Ah, mais je trouvais ça... je trouvais intéressant. Mais... Je serais curieuse de savoir les statistiques, mais c'est tough de faire une étude sur l'infidélité. Oui, c'est sûr. Je sais pas. Mais ça doit être quand même élevé. Mais je dis, toi, juste divorce-wise, 50% des mariages endent en divorce. C'est crazy, hein? Fait que de ces 50%-là, l'infidélité doit être quand même un bon pourcentage. Là. Il doit y avoir l'argent peut-être là-dedans. Il doit y avoir une genre de crise de quarantaine peut-être. Là-dedans aussi, mais... un sujet qui est un peu... en tout cas, non, il n'y a pas vraiment de lien. Mais est-ce que tu penses que... est-ce que tu penses que les femmes font certaines choses mieux que les hommes en général et vice-versa? Chiche! Bonne question. Allaiter. Fact. Avoir un pénis. Ouais! Ah ouais, ça m'étonne que tu prennes autant de temps pour répondre. Pas de façon flagrante, là. OK. Non. Je pense que jadis, les rôles étaient beaucoup plus déterminés. Je dis pas que c'était bien. OK. Mais selon la société, c'était vraiment très déterminé. Ça guidait, encadrait, je pense, un peu plus. Fait que c'était comme... Mais je pense qu'on est de moins en moins là-dedans. Puis... I mean, si on y va, genre, scientifiquement parlant, là, au niveau de la physio-anatomie, genre au niveau de la force, là, comme... Ben, Il y a c'est certaines un exemple. différences, of course, là,
fondamentale, que ça, je pense pas qu'on peut changer tant que ça, là. Quoi qu'il va toujours avoir des exceptions à la règle. Mais scientifiquement parlant, les hommes sont plus forts que les femmes. Mhm. Mais mettons, si on enlève le côté physique. S'il y a des différences, c'est sociétal. C'est genre inculqué de façon sociétale. Je pense pas que comme c'est fondamental. OK. Pourtant, scientifiquement, Vas-y. il y a des traits qui sont différents entre la moyenne des femmes et la moyenne des hommes. Je dis pas qu'une femme peut pas être plus... Mais c'est peut-être comme ça qu'ils ont été éduqués, tu comprends? ça a été des études qui ont été faites sur des cultures différentes aussi, là. C'est quelque chose qui est engrainé dans la génétique, là. En fait, c'est comme... Dans les traits de personnalité, il y en a 5, là. Puis, parmi ces 5 traits de personnalité-là, il y en a qui vont être plus dominants chez les hommes et moins dominants chez les femmes et vice-versa. Comme par exemple, les femmes, elles sont plus empathiques, agréables. Elles sont... Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus dans le domaine de la santé là, que les hommes. Ils sont juste une meilleure aptitude à gérer les gens que les hommes. Ça, c'en est un exemple. Par contre, les hommes sont beaucoup plus... Pas dominants dans le mauvais sens du terme, mais ils sont plus assertive en anglais. Ils sont comme plus... je sais pas comment dire. Je sais pas non plus en français. Mais c'est comme ils sont comme plus... ils peuvent être un peu plus extrêmes dans la prise d'action, là. OK. Comme... généralement, on voit plus les hommes dans les extrêmes que les femmes dans les extrêmes. Ça peut être pour tout, là. Ça peut être pour les gens qui sont hyper spécialisés dans un domaine, ou mettons les CEO, ou ça peut être dans la violence aussi. Les hommes sont aussi beaucoup plus violents que les femmes. C'est genre Mais tu penses pas que c'est genre relié à la société, puis les jeux qui sont associés malheureusement aux hommes de genre guerre, de bataille? Non, c'est juste au niveau évolutif, c'est ce qui a le plus de sens, là. C'est les hommes qui allaient chasser, là. C'est comme, c'est dans ton... C'est genre... Ben non, les femmes aussi allaient chasser. Ouais, Rar. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas des femmes qui sont plus agressives que des hommes, mais la moyenne des hommes est plus agressive que la moyenne des femmes. Moi, je pense que c'est à cause de la société. Mais ce l'est pas. C'est comme... Ça, c'est comme étudié, là. Mais comment tu peux étudier ça, par exemple, dans la génétique? Ben, quand tu vas faire une comparaison, tu vas ajuster pour des facteurs qui pourraient interférer avec... Mais comment tu vas confirmer que l'enfant, par exemple, est plus violent qu'un autre? Mais c'est pas nécessairement nécessairement à l'enfance, là. Ça peut être aussi à l'âge adulte, mais tu vas corriger pour des facteurs, pour des variables. Tout ça, c'est après l'éducation, c'est après la croissance. Oui, mais ça, c'est dans toutes les cultures, là. C'est quelque chose qui est présent partout. On s'en fout? Ben non. Dans le monde entier? Exact. Oui, mais dans le monde entier, il pourrait quand même avoir les mêmes différences entre les... Non, mais c'est dans toutes les cultures, tu retrouves ça, même dans des cultures matriarcales, là. Genre, c'est quelque chose qui est comme constant. Genre, ça peut être dans une tribu. Avec plaisir. Ça, c'est même pas quelque chose de fringe ou controversé, là. C'est juste... Non, c'est une des bases de la psychologie, là. C'est comme... c'est les traits de personnalité. Il y en a 5. Il y a l'agreeableness, il y a le neuroticism. C'est comme un peu l'émotion. Et l'émotion négative aussi, qui est beaucoup plus présente chez les femmes que chez les hommes aussi. Il y a l'agressivité, qui est beaucoup plus importante chez les hommes. Je pense qu'il y a l'ouverture aux idées, qui en est une autre. Puis il y en a une 5e qui m'échappe. Mais c'est super intéressant comme sujet parce que... Et c'est aussi une des raisons pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont perdus. C'est que, comme je l'avais mentionné dans un autre des épisodes, on réprime un peu, genre, les femmes répriment un peu qui elles sont, puis les hommes aussi. Puis je pense que ça les rend plus intrinsèquement malheureux. Ouais. T'es pas d'accord? Tu penses vraiment que c'est comme quelque chose qui... Ben, je trouve comment t'expliques, mettons, qu'il y a plus de médecins femmes que d'hommes?
C'est quelque chose de sociétal pour toi? Ouais. Vraiment? Moi, je pense que c'est comme ça qu'on éduque les femmes à être genre plus douces. Tu sais, on. Je suis pas d'accord avec ça, mais tu sais, quand on était jeune, c'est plus comme pour les filles, tu t'occupes des poupées, tu sais, on t'inculque de genre t'occuper d'une poupée, de prendre soin de l'autre, puis chez les gars, c'est genre tu le style zombie, genre. Fait que c'est sûr que si tu grandis dans un. Comment dire? Une société qui inculque ça, c'est sûr qu'après, ça va biaiser un peu ton chemin de vie, là, puis tes décisions. Puis ça va aider à développer tes traits de personnalité. Je suis quand même d'accord qu'au niveau comme scientifique, il peut avoir un peu plus de tendances, mais je pense que la société en est pour beaucoup qui pourrait être évité. Est-ce que pour toi, idéalement, il devrait y avoir autant de médecins hommes que de médecins femmes? Ben, idéalement, honnêtement, je m'en fous du nombre, là. Genre pour que, genre dans une société, genre où il n'y a pas d'influence. Mais moi, je m'en fous un peu du genre ou du sexe de... Un médecin, c'est un médecin, peu importe. Oui, je suis d'accord avec toi. Fait que je m'en fous du nombre, je m'en fous des statistiques. Mais en autant que tu sois un bon médecin... C'est pour ça que tu comprends ma question. Est-ce que selon toi, dans un monde où il n'y a pas d'influence sociétale, on arriverait à un outcome de environ 50% de médecins hommes et 50% de médecins femmes parce qu'il n'y aurait pas cette influence externe de la société? Ben ouais. Même chose pour le soin infirmier. Même chose pour le travailleur social. Ouais. OK. Pourquoi pas? Même chose en maths. Il y aurait plus de femmes qui iraient en maths. Ben ouais. Ben pas plus, hein, mais 50-50. Actuellement, en maths, il y a genre 9 gars pour une fille. Là. Même chose en génie, là, pas loin. Genre, pour toi, si on enlevait toutes les... C'est vraiment la culture qui fait en sorte que... Ben, pas 100%, mais principalement, oui. Majoritairement. C'est intéressant. Mettons qu'on revenait au scénario qu'on avait invité la tarologue ici qui mentionnait qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui allaient la voir. Et puis elle a mentionné que c'était surtout parce que les femmes étaient plus émotives, étaient plus dans l'émotion que les hommes. Selon toi, tout ça, c'est inculqué sociétalement? Ouais. OK. Intéressant. Je te laisse dormir là-dessus. Ben, c'est bon, mais je t'enverrai des liens. Parfait. Mais c'est sûr que c'est un mix des deux. Mais que, ouais, il y a des... Okay. C'est quoi ta plus grande blessure émotive? Ma plus grande blessure émotive? Dans ma vie? Non. Non, mais je sais pas, blessure émotive... En général. C'est à toi de voir la première qui te vient en tête. Ça peut être... Ça doit être en lien avec le sport, là, probablement. Ouais. Mais... Ouais, le plus gros moment difficile, c'était... Ouais, j'avais manqué le championnat du monde junior de d'athlétisme de 8 cm. Genre 8 cm. Pour ceux qui ne le savent pas, je faisais du triple saut quand j'étais plus jeune. Quand même d'un bon niveau. Qu'est-ce que tu veux dire par quand même un bon niveau? J'ai le niveau national, joué universitaire, international. International. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'avais manqué les mondiaux de peu. Puis j'avais quand même mis toutes les cartes de mon jeu pour m'y rendre. Puis ça s'est joué à rien. Qu'est-ce que t'expliques le fait que t'aies pas atteint ça? La variance des événements. Là, je pense que j'étais prêt pour le faire, mais que la variance, ça fait en sorte que cette journée-là, ça s'est pas donné. Là, que une autre journée aurait pu... La même compétition, si elle s'était déroulée comme 5 fois, j'aurais probablement eu des sauts qui auraient fait en sorte que j'aurais réussi là, à faire ce qu'il me fallait pour le faire. Ouais, je te dirais que c'était ça. Puis après, c'était juste à partir de ce moment-là, ça a juste genre... tout a commencé à mal aller là, par la suite, la blessure. Fait que... Tu penses que cet échec-là a eu un effet mental qui a eu ensuite un effet sur ta performance? Peut-être, mais c'était parce que j'ai eu des compétitions après cet événement-là, puis ça, c'était genre, je me sentais bien, là, ça allait bien. C'est vraiment plus après les blessures physiques qui en ont suivi, mais je me rappelle que cette journée-là était particulièrement
intense émotionnellement. Comment t'avais réagi? Ben, c'était une compétition d'envergure où est-ce que j'avais fait cette performance-là, puis c'était un record personnel pour moi, puis c'était comme une grosse compétition prestigieuse là, aux États-Unis que j'avais gagnée, là, mais pour moi, cette journée-là, j'ai terminé mon dernier saut, je l'avais pas complété parce que j'avais pas réussi à garder mon équilibre, là. Puis j'étais juste, au lieu de célébrer ma victoire, mon record personnel, c'était genre juste un effondrement de pas, genre je passais T'as la pleuré? soirée, ouais, ben oui, toute la nuit, toute la soirée, toute la nuit, c'était comme ouais, c'était juste, je me rappelle que cette journée-là, c'était, ouais, assez intense émotionnellement, Mhm. comme c'était, mais dans le greater scheme of things, c'est rien de sérieux, là. Genre, c'est comme une compétition, là. Il y a des gens qui vivent des affaires bien plus. Ben là, faut pas que tu te compares non plus aux autres, là. Il y avait ça. Puis il y avait aussi mon refus en médecine aussi, le premier, qui était pas mal Le premier, ça, émotif. c'était... En mai 2020. Fait que ça, c'était... C'était rendu où, là? Ça, je venais de finir kin OK. à UDM. Parce que là, Juste le là. discours... Le discours. Le... J'ai fait un AVC, je pense. T'as fait un AVC? Le parcours Ouais. à Fred, il est quand même particulier, là. Fait que là, Ouais. C'est t'as vrai que j'ai fait pas beaucoup parlé de mon kin. parcours. Après, t'as fait 1 an de physio. Ouais. Après ça, je suis allé en pharmacie à l'Université de Montréal. Fait que ouais, au début, cégep, c'était beaucoup pour rentrer en médecine. C'était ça l'objectif. Fini avec Pourquoi? 32 de cotère. Pourquoi? Pourquoi? Honnêtement, j'avais pas vraiment de raison à donner, là. C'était genre le chemin tracé par mes parents, Ton puis mon grand-frère, il frère était aussi. déjà en médecine? Ouais, Patrick était déjà en med. Fait que c'est un peu le way. Hmm. Genre, il y avait un chemin qui était tracé devant moi, fait qu'il fallait que je le suive. Il y avait pas vraiment de remise en question à ce moment-là. Fait que j'ai fait le cégep. Quand même assez distrait au cégep. Pas très. J'avais beaucoup de problèmes de sommeil dans ce temps-là. Je dormais pas beaucoup. Fait que pour moi, le cégep, c'est un peu un blur, là. Genre, j'ai pas vraiment de souvenir du cégep, là. Mais Mhm. en tout cas, j'étudiais pas trop, assez inconstant. Fini avec 32 de cotère. Je suis allé en kin. Après, j'ai grind for real. Puis ça s'est bien passé. Euh, Puis après ça, médecine, j'ai appliqué en médecine. Puis j'ai été refusé. Ben, refusé. J'ai été mis sur la liste d'attente, là, mais je me suis pas rendu à être admis. Puis ouais, c'était juste 3 ans Grind. de grind, de nuit blanche, à juste apprendre tout par cœur, chaque détail. J'apprenais des tableaux de données par cœur. Je prenais tout. Genre, chaque détail était appris Hmm. pour au final que ça marche pas. Puis, ouais, 13 mai 2020. Ça a été un blessing in disguise, là, en même temps, que ça se produise de la sorte. Parce qu'on se serait pas rencontrés. Fax, j'aurais pas rencontré Cassie non plus. Hmm. Fait que ça, c'est un gros blessing in disguise. Ouais. Puis aussi parce que ça m'a remis en question. Qui est quelque chose que pas tout le monde a la chance d'avoir, Mhm. surtout quand il passe du cégep à l'université. Euh, Mettons, on va aller du cégep directement en med. Genre, c'est un esti de tremplin, là. Genre, t'es un kid, tu rentres en med, tu vois, genre, la médecine, tu vois des patients. Une fois que tu rentres dans l'engrenage de la médecine, tu le sais plus que moi, là. Tu sais, comme, Mhm. you just go with the train, puis c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, après ça, 1 an en physio, réappliqué en médecine, refusé. Puis là, j'étais comme, bon, ok, c'est assez, là, on va juste, trouve-toi un autre, redéfinis-toi, mon Fred. Puis là, j'ai mis un petit peu de remise en question sur qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai décidé d'aller en pharmacie, un peu pour les raisons énoncées précédemment. Il y avait pas aussi un aspect entrepreneurial Il y a qui aussi l'aspect t'intéressait? entrepreneurial qui était intéressant, là, tu sais, d'avoir des pharmacies, d'apporter ta propre touche pour avoir un impact dans la vie des gens. Je trouvais ça intéressant aussi. Puis qui est peut-être quelque chose que je vais faire éventuellement, mais pour le moment, comme travailleur autonome, comme pharmacien, ça me convient très bien. Puis, puis ouais, le parcours a été long, a été sinueux, mais pas de regrets. Non? Pas de regrets, As vraiment. you should. Non, mais toutes les personnes qui ont été dans... Genre, aujourd'hui, je suis dans ce studio parce que j'ai été refusé en médecine. Anyway.
J'ai rencontré ma femme parce que j'ai été refusé en médecine. J'ai rencontré un de mes meilleurs amis parce que j'ai été refusé en médecine. Qu'est-ce que je te dise? Si c'est un petit message d'espoir pour tous ceux qui sont soit refusés en médecine ou qui ont des obstacles, genre il y a des affaires que tu n'aurais pas pensé qui vont sortir de là de positif que tu n'aurais juste pas prévu. Fait que toi qui es très rationnel, cartésien. Je savais que tu allais me sortir. Fait que tu crois au karma. Non, j'allais dire, fait que crois-tu à la phrase « Everything happens for a reason », J'ai du mal avec cette phrase. mais c'est un peu ce que tu viens de décrire. Pas vraiment. Parce que c'est aussi, il y a toujours à un certain point, ça peut être une manière de cope aussi, là. Genre, oui, everything happens for a reason, mais si j'avais été, mettons, quelqu'un aurait pu vivre le même événement que moi, rencontrer les mêmes personnes que moi et se dire au final, fuck, j'ai pas été admis en médecine, c'est ça qui me définit encore aujourd'hui, puis je suis une merde. Puis, mais pour cette personne-là, elle va pas se dire everything happens for a reason, là. Elle va être encore en train de se self-loathe, de se dire je suis une merde, je peux aller en Mais je médecine. parle à toi. Parce que tu viens de dire que si c'était pas du refus en médecine, t'aurais pas rencontré Cass, tu serais pas dans le studio ici. Mais parce que c'est un chemin qui s'est produit après que j'ai été refusé en médecine. J'aurais pu tomber en dépression puis me tuer après, puis j'aurais pas dit everything happens for a reason. C'est juste on peut dire que c'est mon bagage génétique. Peut-être que c'était un moyen pour moi de cope et de me dire ok, ben il faut que tu te reprennes, il faut que tu te redéfinisses. Puis je me suis redéfini, puis de manière peut-être hasardeuse, j'ai rencontré Cass, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré d'autres amis dans mon parcours. Mais je dirais pas que genre magiquement le destin, Dieu, a fait en sorte que j'ai été refusé en médecine pour que je rencontre tous ces gens-là. C'est pas quelque chose... Parce que moi, c'est une tracée, mais il y a des gens qui vont avoir des obstacles et qui vont continuer à avoir des obstacles pour le reste de leur jour, puis qui vont finir dans de la merde. Puis c'est juste... Mon expérience anecdotique à moi me dit que j'ai été chanceux à un certain point, mais c'est pas everything happens for a reason. All right. It's the end. Is it? Yeah. Damn. Fait que... wow, ça, j'ai même pas vu le temps passer, that's crazy. Mais ouais, fait que, encore une fois, toujours nice. Ouais. De deep talks comme ça. J'espère que vous avez apprécié apprendre à un peu plus nous connaître. Fais le outro, Camille. Oh, j'ai ça faire tout. Vas-y. Mais oui, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'est bien qu'on montre un peu nos vraies couleurs. Des personnes derrière, qui sont derrière, en fait, le podcast. Puis moi, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Vraiment. Puis ça, on dirait ça l'ouvre la porte à encore plein de sujets que je voudrais aborder avec toi. Mais merci toujours pour votre écoute. Puis on est vraiment content de faire ce projet-là. Fait que continuez à nous encourager. Puis vous pouvez nous suivre sur différentes plateformes, dont YouTube, Instagram, TikTok. Puis le balado est aussi en format balado sur Apple Balado et puis Spotify. Yeah. Fait qu'on se voit pour un prochain épisode. Ciao.